On va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. De donner les moyens, d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition, et j'abonde. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Bonjour à tous, cela fait maintenant 6 épisodes que l'on parle d'agriculture et que l'on en parle avec des citadins. Il était donc temps pour moi de discuter innovation avec des agriculteurs et je profite de leur passage éclair à Paris pour ce faire. Baptiste est éleveur de charolaises dans l'Allier, tandis que Yolène, après avoir été éleveuse de brebis, travaillait à la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, au PNR de l'Aubrac. Elle travaille aujourd'hui en tant que coordinatrice dans un groupement d'éleveurs laitiers. Ce qui les relie, le programme de bourse Nuffield qui permet à de jeunes actifs agricoles de voyager pendant 1 an à la découverte d'autres pratiques agricoles, d'autres innovations et d'autres modes de pensée. Autant vous dire que j'ai beaucoup de questions à leur poser, alors bonne écoute! Bonjour à vous deux, je suis vraiment très contente de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast Futur Agri. Vous travaillez tous les deux dans l'élevage, mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'innovation en général, car vous avez participé à un programme qui s'appelle Nuffield, dans lequel vous êtes, je crois, encore très impliqués aujourd'hui. Baptiste, je suis très heureuse de te rencontrer pour la première fois, et Yolène, je suis ravie de te revoir après nos discussions enflammées le soir au Coram au Salon d'Agriculture. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter tous les deux ? On va commencer par faire de la galanterie, Yolène. Je t'en prie. Alors, je suis Yolène Pagès, je travaille dans le secteur de l'élevage dans l'Aveyron et plus particulièrement sur un projet collectif de valorisation de lait de brebis, donc avec 6 fermes et aussi sur un volet engrais environnemental avec un syndicat de rivière. Merci. Et toi, Baptiste ? Et moi, c'est Baptiste de Fressanges, donc je viens de l'Allier et je suis agriculteur en polyculture élevage associé avec mon frère. J'ai fait véler 120 vaches charolaises et j'ai 150 hectares de culture en culture sous couvert. Donc voilà. Et je suis vice-président de la bourse Nuffield et ravi d'être ici ce soir à Paris. Merci beaucoup. Alors, vous me dites si je me trompe, mais dans les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé du coup vos 2 sujets que vous avez étudiés pendant justement votre année Nuffield. Donc pour toi, Baptiste, c'était quel avenir pour un troupeau de vaches allaitantes dans un système intensif ? Notre modèle est-il viable ? Exactement. C'est ça. Donc quand tu dis notre modèle, c'était en fait le modèle de ta ferme ? Le modèle français. Le modèle français, ouais. D'accord, plutôt de manière large. Et toi, Yolène, c'était produire et commercialiser du lait de brebis à haute valeur ajoutée pour le territoire ? Oui, qui est devenu la valeur ajoutée territoriale de l'élevage, voilà, plus largement. D'accord. Donc pour chacun d'entre vous, cette recherche et cette année, alors on reviendra après un peu plus spécifiquement sur ce qu'est Nuffield, etc. Mais du coup, on comprend ici qu'il y a effectivement un sujet qui est traité sur une année par un agriculteur ou un ingénieur agri, c'est ça ? Ou un actif des filières agricoles, oui. Oui, d'accord. Donc il n'y a pas de prérequis universitaire. Voilà. Donc pour chacun d'entre vous, ça a été quoi un petit peu l'avant et l'après dans votre travail au quotidien, dans votre vie professionnelle au quotidien ? Avant ta recherche et après ta recherche, ça a changé des choses dans ta manière de bosser, quoi, tout simplement ? Déjà, l'expérience Nuffield, on peut dire que ça développe la confiance en soi et moi, ça m'a aidé à me lancer. En fait, aujourd'hui, je suis à mon compte, je fais de la prestation de services auprès de collectifs agricoles ou autres associations qui œuvrent dans les territoires. Et ça, peut-être, je l'aurais pas fait sans la petite once de confiance en plus que m'a donné Nuffield. Mmh. Ouais, c'est hyper important du coup. Et toi, Baptiste ? Et moi, oui, j'ai vu des choses en voyageant par le biais de Nuffield et du coup, on a mis des choses en place sur la ferme. Alors après, il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à mettre en place. Mais en tous les cas, c'est une ouverture d'esprit qui est vraiment très intéressante et on va plus vers les autres et voir ce qui se passe un peu ailleurs. Et je pense que c'est important et vraiment intéressant dans l'élevage d'aller voir un peu ce qui se passe chez nos voisins, surtout qu'on vend beaucoup. En Italie par exemple. Donc je me suis rendu là-bas en Italie pour voir un peu leurs attentes
et qu'est-ce qu'on pouvait développer chez nous pour améliorer le marché et tout ça. Donc il y a encore énormément de choses à faire, mais en tous les cas, je l'ai fait grâce à Neuffield. Oui, et toi, ça t'a permis effectivement de te dire, ok, il y aura toujours à apprendre, et donc je m'arrêterai jamais je stagnerai jamais dans mon métier, quoi. Non, parce que il y a une phrase qui m'a toujours plu, c'est si tu veux progresser, sois prêt à changer. Donc c'est pas parce qu'on était sur un modèle qui marchait que demain il marchera encore. Et Neuffield, c'est ça en fait, c'est d'aller voir un peu, dans une vie professionnelle, il y a des évolutions, il y a des choses qui vont changer. Et il faut pas être buté sur quelque chose, il faut essayer de trouver de nouvelles solutions. Là, on vit un moment qui est dur en agriculture et surtout en élevage, dû à la sécheresse, dû à pas mal de choses. Mais il ne faut pas se lamenter sur son sort et il faut essayer de trouver de nouvelles solutions justement pour nous permettre de sortir de cette mauvaise passe, quoi. Donc voilà, c'est ça Neuffield aussi, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs et de rencontrer des gens, des agriculteurs qui ont le même état d'esprit. Mais c'est vrai qu'après, aller confronter son sujet, mon sujet qui était proche au final des notions telles que le terroir, à d'autres cultures et notamment la culture anglo-saxonne, mais ça permet vraiment de décortiquer le sujet et de lever des freins, des fois en fait, qui sont que des freins psychologiques. En fait, moi je viens du secteur de la brebis laitière, c'est un secteur très, conservateur. Et au final, si on suit en fait juste les candidatons au niveau de la filière, en fait il n'y a plus de place pour l'innovation et en fait de faire du field, je me suis rendu compte qu'il y avait souvent bien que des freins en fait psychologiques à lever pour aller de l'avant et trouver des solutions. Oui, que c'était pas des freins forcément techniques, économiques, etc. Mais ça se passait aussi dans la tête et malgré tout, malgré tout ce qu'on se dit, il y a des choses à faire et il y aura toujours de quoi progresser, quoi. Super. Et, du coup, donc pour parler aussi, continuer sur cet aspect vraiment ouverture d'esprit et international. Effectivement, vous êtes des agriculteurs ou personnes travaillant dans le milieu agricole, plus que quiconque connecté avec vraiment le monde entier. Quel point commun pour le coup, parce que du coup, ça vous a permis effectivement de vous confronter avec d'autres manières de penser l'agriculture. Mais finalement, quel point commun aussi vous avez dégagé entre toutes les personnes que vous avez rencontrées, tous les agriculteurs que vous avez rencontrés à travers le monde? C'est quoi qui relie aujourd'hui un agriculteur français ou aveyronnais même à quelqu'un de Nouvelle-Zélande ou d'Angleterre ou je sais pas? Moi, sans hésiter, c'est la passion de l'agriculture, en fait. Ça, c'est un truc que tu as retrouvé partout, quoi. En fait, c'est rencontrer des gens passionnés et au-delà des questions de modèles agricoles, on peut être sur tous les modèles agricoles et être passionné par ce que l'on fait, par l'amour de notre métier, essayer de faire du mieux possible et de s'améliorer. Et ça, pour moi, c'est un élément fort. Ouais, et puis je rajouterais aussi la passion, ça c'est très clair, aussi l'ouverture d'esprit et le non-jugement. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut tous avoir on peut être convaincu par certaines choses, de différentes agricultures possibles, mais en tous les cas, chacun s'écoute et il n'y a pas de jugement. Et ça, c'est quelque chose qui est superbe. Enfin, franchement, moi j'ai trouvé ça mais génial. Et quand je travaille autour avec mes collègues de Neuffield France ou Neuffield un peu à l'international et tout ça, je reviens avec une patate, quoi. Je suis content. Je suis content de ce que je fais. Je suis content, même si c'est dur, hein, je répète, on vit des années difficiles aujourd'hui, notamment en élevage, même en céréales, avec les sécheresses, etc. C'est dur, on vit des moments difficiles. Par contre, c'est pas en se lamentant sur notre sort qu'on fera avancer les choses. Donc, c'est vrai que Neuffield, pour ça, c'est vraiment super, quoi. Mais c'est intéressant en plus ce que tu dis parce qu'on a aussi vraiment tendance à présenter le milieu agricole comme un milieu aussi qui est très segmenté où tu as vraiment des points de vue hyper divergents et qui se cognent les uns les autres. Et là, en fait, toi, tu nous dis que non, c'est pas ça et qu'au niveau, en tout cas international et dans le réseau Neuffield, il y a vraiment cette écoute, ce respect, etc. Donc ça casse aussi un peu cette image de l'agriculture renfermée sur elle-même et qui va pas chercher à comprendre ce qui se passe ailleurs, quoi. Après, on écoute toujours les choses qu'on veut écouter, qu'on veut entendre. Si on veut trouver des informations positives, on en trouve. Voilà, donc j'invite mes collègues agriculteurs à aller voir un peu, à écouter des choses positives, parce que écouter des choses négatives toute la journée, c'est pas simple. Ouais, voilà. C'est clair. Et mentalement, c'est pas simple. Ouais, c'est sûr. Je peux en témoigner. Merci beaucoup pour ces réponses déjà et pour cette présentation. Moi, on vous connaît un petit peu mieux. Maintenant, pour présenter un peu plus en détail le programme justement en tant que tel. Donc, c'est une bourse qui est effectivement donnée à des professionnels du secteur agricole pour leur permettre de passer 1 an sur un sujet et de s'ouvrir et de voyager à l'international. Concrètement, quelles sont les quelques actions principales qui vont se dérouler pendant cette année pour les
lauréats, ou je sais pas comment vous appelez ça, les participants? En fait, les lauréats qui ont été sélectionnés l'année dernière travaillent. Bon, alors là, on a eu le Covid cette année qui ne va pas simplifier. C'est une question que j'ai Voilà. après. Donc, ils sont en train de travailler sur leurs études et ils vont faire une restitution donc, à la PCA au mois de novembre. Voilà, donc là, on invite tout un panel de personnes du monde agricole qui viennent à la restitution des études des candidats. Et on resélectionne des nouveaux candidats au mois d'octobre. Voilà, donc on a un appel à candidature là, qui a été lancé. Et j'invite notamment les éleveurs à postuler à notre réseau. Parce qu'aujourd'hui, on peine à recruter un peu parce que voilà, en élevage, c'est un peu plus compliqué de se libérer, tout ça. Il y a des solutions. Je les invite vraiment à postuler, à venir tenter leur chance. Donc ça sera dans le mois d'octobre. On va définir une date assez rapidement. Oui, au sein de l'association, on est prêt vraiment à faire du sur-mesure, à accompagner, que ce soit pour prendre des cours d'anglais ou voir avec le service remplacement pour du remplacement sur les fermes. On est vraiment prêt à accompagner les candidats. Et ça, c'est l'ouverture des candidatures, ça a lieu tous les ans. Donc, si ce n'est pas cette année, il y aura une ouverture de candidature l'an prochain. Et donc après, ils ont des temps où chacun il travaille sur leur sujet de leur côté, mais il y a aussi des points de rencontre. Le premier temps fort, en fait, c'est un temps collectif. Ça se fait sur le premier trimestre de l'année qui suit la sélection. D'accord. Donc là, ça se fera sur le premier trimestre 2021. C'est ce qu'on appelle la Contemporary Scholar Conference, donc la conférence des lauréats de l'année. Et en 2021, elle aura lieu en Grande-Bretagne. Et là, c'est les 80 lauréats sélectionnés à l'échelle internationale qui passent une semaine à 10 jours ensemble à suivre des conférences et qui leur permettent déjà de tisser des premiers liens entre eux et de réfléchir un petit peu plus à leur sujet. Et je te laisse continuer, Baptiste. Voilà, donc il y a cette semaine de conférence. Déjà, ça, c'est énorme de pouvoir rencontrer 80 agriculteurs du monde entier d'un coup dans la même salle. Yolène, tu l'as pas dit, mais Yolène est partie en Australie parce que le CAC est en Australie l'année dernière. Donc elle est partie 3 jours, elle est revenue à cause du Covid. Bon, ça, c'est quelque chose, c'est autre chose. Et après, en fait, après cette semaine de conférence, les lauréats travaillent sur leurs études. Voilà, donc ils voyagent là où ils veulent et ils bénéficient du réseau qu'on a à l'international. Donc, de tous les anciens justement lauréats, etc., qui vont accueillir aussi les nouveaux, quoi. Quand on est boursier, quand on bénéficie de la bourse Nuffield, on se doit d'accueillir les boursiers sélectionnés du monde entier. Ok, voilà. Ça fait partie du deal. Ça fait partie du deal. Très bien. Et puis finalement, c'est une expérience qui dure toute la vie parce que les contacts qu'on a, même les lauréats qui sont maintenant à la retraite, continuent d'avoir des contacts réguliers avec des membres du réseau. C'est bien pour nos familles aussi, pour nos enfants, quand on a des gens qui viennent et qui parlent pas notre langue. Ouais. C'est très bien. Moi, j'ai 3 petites filles et elles regardent avec des yeux. À chaque fois, c'est sympa. Enfin, je trouve que c'est une bonne ouverture d'esprit pour nos enfants aussi. Ouais, c'est clair. Quels sont du coup un petit peu les critères aujourd'hui pour obtenir la bourse? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour l'avoir? Il faut être ouvert d'esprit. Il faut être dans la profession agricole, acteur dans l'agriculture. On aime bien les gens installés, les personnes qui sont installées, et avoir un projet installé ou pas, mais qui sont vraiment dans le... Comment on peut dire, Yolène? Des actifs de filière agricole, au sens large, ça peut être agriculteur ou salarié des institutions agricoles. Mais connecté au terrain, quoi. Voilà. Connecté au terrain, voilà. Et on veut surtout, après, que le lauréat puisse communiquer sur le réseau de façon... on veut quelqu'un d'ouvert qui soit vraiment motivé, qui comprenne pourquoi il est là, quoi. Voilà, on se fiche de savoir ce qu'il a comme diplôme. Je veux dire, ça c'est pas du tout on cherche vraiment l'état d'esprit du candidat. Si quelqu'un, même s'il n'est pas très fort en anglais, on va pas, si on sent qu'il y a quelque chose, il passe devant un jury de toute façon. Donc c'est pas nous qui décidons. C'est un jury composé de professionnels, d'ambassadeurs aussi, d'ambassadeurs des représentants des ambassades. Des représentants d'ambassadeurs, c'est un peu des représentants des ambassades. Okay. Donc voilà, des fois nous on est un peu frustrés parce qu'on aimerait qu'un candidat soit sélectionné et tout, mais bon, c'est pas nous qui choisissons. Voilà. Et il y en a combien en France par an qui sont sélectionnés? De 1 à 3 en fait, depuis 1982, et on a comme ambition, en fait on pense que raisonnablement en France on pourrait avoir une dizaine de lauréats tous les ans
l'Irlande, qui est quand même un petit pays, a 6 lauréats tous les ans. Donc, On a pour ambition aujourd'hui, c'est notre travail avec Yolène, avec Yolène et le bureau, et puis les actifs du réseau, parce qu'il n'y a pas que Yolène et Baptiste dans le réseau. Il y a quand même des gens qui, heureusement, qui sont derrière nous et qui travaillent un peu dans l'ombre, parce que heureusement d'ailleurs, parce que sinon sans eux on ferait pas grand chose. Et on a pour mission cette année d'avoir 4 candidats sélectionnés. Voilà. Ok. Donc j'espère qu'on va y arriver. Parce qu'il n'y a pas de quota par pays, quoi. C'est vraiment que le meilleur gagne, quoi. On fonctionne par le biais de financement venant des entreprises. D'accord. Donc en fait, plus on a de sous, plus on a de notoriété, plus on a de sous et plus on peut financer des bourses. Et on préfère sélectionner moins de candidats, mais des candidats qui tiennent la route. Bien sûr. En fait, ça sera jamais un outil de formation de masse. C'est vraiment un outil de formation. C'est pointu, quoi. Voilà. C'est sur un an, c'est quand même engageant. En fait, il faut quand même pas se voiler la face. C'est une expérience exigeante. Il faut pas s'auto-censurer au départ, mais voilà, ça veut dire que pendant 2 ans, il faut assumer sa vie professionnelle, sa vie familiale et en plus l'expérience Nuffield et au final les voyages, la participation à la conférence, recevoir aussi des lauréats et aussi après s'engager dans le réseau plus tard. Par la suite, quoi. Super. Et du coup, on en a déjà un petit peu parlé, donc j'ai un peu la réponse, mais quel est un peu le profil type justement des lauréats des gens qui ont été lauréats, du coup vous, mais qui ont été lauréats à un moment en France. Est-ce qu'il y a des filières des sujets qui sont plus représentés? Tout à l'heure tu parlais de l'élevage. Est-ce que c'est justement surreprésenté ou sous-représenté? Et est-ce que c'est plus justement des agris ou des professionnels du secteur agri? On a les deux. Oui. On a autant des agriculteurs que des professionnels du para-agricole. Okay. Après, en termes de filière, après, on a au moins un lauréat par an sur le thème de l'élevage, autour de l'élevage. Mais après, on a aussi des sujets qui sont jamais abordés. En fait, on a la même année que moi, en 2017, Stéphanie Chanfraud a abordé le sujet de comment faire émerger une filière théicole en France. Peut-on cultiver du thé en France? Bon, oui, donc là, on est hors catégorie. Ça fait partie de l'agriculture. Carrément. Donc, du coup, nous, c'est ça la richesse de Nuffield. C'est en fait, il y a toutes sortes, nous, tout ce qui tourne autour de l'agriculture, et c'est ça qui est intéressant, en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de jugement. Mais là, on a des candidats qui ont postulé pour de l'agriculture urbaine. Alors, dire c'est un éleveur ou tout de suite, ça peut le freiner. Mais pourquoi pas? Je veux dire, à un moment donné, c'est des choses qui sont intéressantes à travailler. Et pourquoi pas? Moi, je suis curieux. Il faut rapprocher aussi tout ce monde-là. Effectivement, ça serait hyper intéressant d'avoir un agriculteur urbain dans le réseau, quoi. Exactement. Je veux dire, c'est très intéressant, très enrichissant. Et moi, je serais curieux de savoir un peu son étude, si elle va au bout. Si on a un financement pour cette candidate, parce qu'on cherche un financement. Malheureusement, on aurait bien aimé la financer l'année dernière. On n'a pas pu. Mais j'espère qu'il y aura des financeurs qui écouteront ce podcast. C'est pour ça, avis à tous les financeurs, vous revenez vers nous, on est des gens bien. Voilà. Dans les lauréats qui sont en cours, là, qui vont présenter dans les mois à venir, il y a Chloé Pellerin qui est elle-même apicultrice dans le Limousin, dont le sujet est l'élevage d'insectes. Yannick Laban, qui est lui du Pays Basque, qui mène une réflexion sur l'engraissement à l'herbe. Et également Elsa Ménard qui travaille elle dans le secteur de la viticulture donc t'as vraiment de tout, quoi. Voilà, qui mène une réflexion sur la viticulture et les pratiques raisonnées à horizon 2050. Ouais, donc tu as vraiment toutes les filières qui sont représentées. Alors, petit point, Baptiste vient de nous quitter pour aller prendre son train et rentrer dans l'Allier chez lui. Mais on va continuer avec Yolène. Du coup, donc j'ai compris effectivement qu'il y avait ce réseau qui était hyper dense et que vous voyez encore à peu près tous. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux cette relation que vous avez pu garder tous avec les membres du réseau? Comment vous accueillez les nouveaux? Et est-ce que au-delà des gens des membres du réseau que tu es allé voir pour ton étude, est-ce que tu es aussi allé voir d'autres qui étaient à côté de chez toi, ou comment vous faites pour entretenir un peu ce réseau-là?
Alors, on est un nouveau bureau à la tête de l'association depuis 2 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on essaie de mettre en place un petit peu plus de vie de l'association en fait, au niveau français. Mais c'était des interactions qui étaient très disparates auparavant. Et là, depuis 2-3 ans, on organise tous les ans un week-end de convivialité où on se revoit tous là au niveau français. Si d'aventure, il y a des lauréats étrangers qui sont en Europe à ce moment-là, l'an dernier par exemple, on a eu le passage de Ingrid et Rose, qui étaient respectivement néerlandaises et américaines, et on a pu passer le week-end avec elles, et c'est vrai que c'était des échanges riches aussi. Trop bien. Bon, je vous souhaite de continuer du coup à faire tout ça. Et dernière petite question vraiment sur Neufil avant de passer un peu plus globalement sur le sujet de l'innovation agricole. Est-ce que le gouvernement du coup s'intéresse à ce que vous faites, parce que du coup Neufil ça ressemble un peu à un espèce d'Erasmus de l'agriculture. Est-ce qu'on pourrait pas créer vraiment un vrai Erasmus agricole dans le contexte où tu vois, aujourd'hui le budget agricole il est décidé au niveau de l'Europe. Est-ce que l'Europe n'aurait pas intérêt à développer ce genre de choses, ou au moins après je sais pas au niveau national, est-ce que vous avez des contacts ou pas du tout? Alors on a eu des contacts avec le ministère de l'Agriculture, plusieurs services du ministère, également aussi avec la partie enseignement, parce que il faut savoir semer des petites graines pour que des personnes puissent avoir entre guillemets le réflexe Nuffield. On pourrait imaginer dans les profils cibles, dans les chemins de vie que l'on a aujourd'hui, des personnes qui travaillent, qui ont une vie active et qui à un moment donné ont envie de se poser, de réfléchir et ensuite de s'installer agriculteur. Et vraiment, à ce moment-là, Nuffield, ça peut être le moment charnière où on se pose et on réfléchit en profondeur à un sujet. Après, voilà, aujourd'hui, probablement sur la prochaine programmation au niveau de la PAC, il y aura des financements au niveau d'Erasmus. Alors aujourd'hui, ça se concentre surtout sur en fait, la formation initiale. Et nous, on est plutôt sur de la formation continue, entre guillemets, puisque c'est des actifs. Pro, Et donc voilà, ça reste encore à construire. On a quelques pistes. Ok, super. En tout cas, je vous souhaite de continuer sur cette voie-là aussi pour que de plus en plus d'agriculteurs, effectivement, aient connaissance en fait, de cette possibilité. Donc du coup, maintenant, pour élargir un peu le sujet... donc tu me disais tout à l'heure effectivement qu'il y a ces moments là un peu où vous vous retrouvez tous là, 80 agriculteurs du monde entier, tout ça doit être vraiment hyper intéressant. Comment est-ce que dans tous ces échanges là tu vois la France qui se place? Nous on a toujours tendance à dire en bon français que la France est un pays hyper agricole, qu'on est à la pointe, etc. Et enfin voilà, j'entends beaucoup parler de ça. Mais du coup est-ce que quand tu parles avec un Néo-Zélandais, il connaît enfin tu vois, il trouve que l'agriculture française, ça pèse, quoi? Ou pas du tout? Oui, c'est sûr que sur les marchés d'exportation, on est quand même souvent sur les premières marches du podium. Après, ils ont l'image de la France avec ses 1000 fromages, hyper trad, le vin, c'est vraiment des productions assez emblématiques aussi comme ça qu'ils ont. Là, c'est plutôt le volet consommateur, on va dire, qui parle chez eux. Mais après aussi, on apprend à relativiser parce que en fait, on se rend compte aussi que la France, quand on est d'Australie, c'est un petit point sur la carte de l'Europe, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, on apprend aussi un petit peu l'humilité. C'est clair. Et puis, avec effectivement des agricultures qui ne sont pas du tout structurées de la même manière. Et ils doivent penser typiquement qu'on est des toutes petites exploitations, quoi, quand tu es en Australie, aux États-Unis, ou quand tu as plusieurs milliers d'hectares en général, c'est vrai que c'est pas la même, quoi. Oui, je me suis retrouvée avec une Australienne, ça c'est une anecdote, durant la conférence à laquelle j'ai participé. C'est une agricultrice australienne sur une ferme familiale, mais la taille de la ferme, c'est la taille de la Suisse. C'est de l'agriculture familiale. D'accord. En Australie. C'est ça. Donc c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pour ça que tu le fais, c'est pour découvrir aussi des aspects comme ça hyper différents de l'agriculture, quoi. Après aussi souvent ils nous envient parce qu'ils voient que les Français aiment manger, et pour eux c'est une réelle opportunité pour nous agriculteurs qu'on ait une population locale qui apprécie la gastronomie. Et qui va pousser à la qualité, oui. et pas à la quantité, quoi.
Enfin, moins. Oui. En tout cas, je pense qu'effectivement, eux, c'est quantité. Et effectivement, on est moins sur du bon petit produit de terroir. Ou aussi, peut-être qu'ils sont moins poussés à tout ce qui est, et qui est fondamental chez nous, à tout ce qui va être transformation. Où aujourd'hui, en France, on a quand même beaucoup et de plus en plus des agriculteurs qui transforment eux-mêmes et qui vont jusqu'au bout du produit, amenés au départ, je pense, par la viticulture, où c'est un peu emblématique, mais sur la transformation fromagère, etc. Peut-être que dans ces pays-là, il y a moins ça et c'est peut-être plus segmenté justement entre l'agriculteur, il fait pousser des trucs et ensuite c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de la transfo, mais il n'a pas cette longueur de chaîne, quoi. Mais après, quand on parle sur des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, en fait, ils produisent sur les produits qu'ils produisent bien plus que ce que la population locale pourrait acheter. Donc en fait, c'est que de l'export, quoi. Oui. Enfin, c'est beaucoup d'export. Mais après, aussi une autre anecdote, j'ai rencontré au début de mon parcours Bernadette Mortensen, qui est une lauréate Nuffield d'Australie de 2015, et son sujet était l'acceptation sociétale des bâtiments industriels d'élevage. Elle est agricultrice dans la banlieue de Sydney. Et elle avait 5 poulaillers industriels. Alors, j'ai plus en tête, je suis mauvaise pour me rappeler des chiffres, le nombre de poulets qu'elle avait. Si elle suivait le développement dans cette filière-là, elle savait que le seul axe de développement, c'était de mettre des poulaillers supplémentaires. Et alors, elle avait une petite ferme, c'était, je crois, autour d'une 30aine d'hectares. Mais de fait, les 5 poulaillers ne prenaient pas tout l'espace. Et alors, son sujet, ça a été ça. Et en fait, moi, elle est venue me voir après sa bourse Nuffield, parce que finalement, elle s'est dit, mais la population locale que je vois un petit peu comme une menace, parce que Sydney est en train de s'étendre, et donc ses voisins citadins voient de plus en plus comme une nuisance, en fait, les bâtiments d'élevage, plutôt que de les voir comme... de voir l'aspect négatif, pourquoi je ne verrais pas mes voisins comme des opportunités et pourquoi aussi je ne développerais pas une production pour un marché de niche local qui pourrait répondre à la demande locale. Et donc, comme elle avait 2 sites de production différents, en fait, elle est revenue en Europe avec l'idée de développer un atelier de traite mobile de brebis laitières. Et donc, je l'ai amenée voir des fermes avec de la traite mobile et elle venait s'informer du coup sur la brebis laitière. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant. C'est sûr que des rencontres comme ça te change après, ça te change la vie et ça t'ouvre des perspectives, quoi. Autre question, du coup, c'est plutôt des jeunes ou pas trop qui font Nuffield? Alors tu étais sur quelle tranche d'âge à peu près? Au moment de la bourse, au moment de la sélection, il faut être âgé on est sur une tranche entre 25 et 45 ans. Ok. Et c'est à peu près, on va dire qu'au niveau du réseau, ils ont plutôt la trentaine, plutôt que 30 vers 40. Okay. Et au niveau français, on est peut-être au moment de la bourse sur une tranche d'âge un petit peu plus jeune. D'accord. Voilà. Et dans tous les sujets, du coup, moi j'imagine que tu ne connais peut-être pas tous, mais tu en as vu beaucoup, les sujets justement qui sont pris par les participants, par les lauréats. Est-ce que tu vois des sujets qui se dégagent un peu aujourd'hui, tu vois, de cette génération là, qui a 30 ans aujourd'hui, qui va participer à changer, à bousculer l'agriculture? Quels sont les sujets, pas les sujets où ils se disent ok, il faut qu'on bouge là-dessus, c'est important et tout, bon ça on les a en tête, mais qu'est-ce qui les anime, tu vois? Est-ce qu'il y a des sujets comme ça où tu sens que là ils se font plaisir à traiter ces sujets-là et Après, il y a le développement durable, ça c'est indéniable. Ouais. Toute notre génération, je crois que... Oui, tous les sujets la portent sur des aspects de transition. Et puis, ça, en fait, l'ensemble des sujets doivent s'inscrire dans les objectifs de développement durable définis par l'ONU. Mm-hmm. Donc, de fait, c'est un préalable, mais c'est aussi quelque chose de fort dans notre génération. Donc là, on n'y échappe pas. Et à l'intérieur de ça, est-ce que est-ce que c'est plus, je sais pas, énergie renouvelable? Est-ce que c'est plus sur les sols? Est-ce que c'est plus sur la distribution? Il y a une réelle diversité. Je dirais, j'ai vu des sujets qui portent sur tous les aspects. Il n'y a pas un truc qui se dégage, quoi. Non. Non, mais tant mieux. Que ce soit même sur le développement de pratiques de pêche durable. Tu peux avoir des pêcheurs aussi. Et oui. Trop bien. Hyper intéressant. On vient de finir un épisode justement du podcast avec Poiscaille qui révolutionne un peu la distribution des produits de la mer, donc on a beaucoup parlé de pêche, tu pourras aller l'écouter si tu veux.
Pour toi, aujourd'hui, en quoi ce partage d'expérience, il est vraiment fondamental pour construire justement un peu l'agriculture de demain? Et deuxième question qui va avec, pourquoi choisir justement ce niveau international? Est-ce qu'il y a des choses au niveau national qui existent un peu pareil, des espèces de... comment on appelle ça? Tu sais, les compagnonnages, ça existe en artisanat. Est-ce que ça existe en agriculture? Est-ce que tu peux aller de ferme en ferme comme ça Alors, il y a le woofing sur cette pratique-là. Mais le woofing, c'est plus des gens qui font pas de l'agriculture et qui vont s'entraîner, on va dire, dans des fermes. Alors après, quand tu te formes en tant qu'agriculteur, c'est pas mal de faire du woofing en vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Mais il n'y a pas de réseau professionnel, tu vois, agri, où tu peux aller comme ça. Il y a le format du CEFI qui permet de faire un stage préalable à l'installation dans une ferme, mais qu'on a déjà présélectionné. Mais à ma connaissance, autant avant, on avait le stage préalable à l'installation qu'il fallait faire loin de chez soi, donc c'était un préalable pour l'obtention des aides à l'installation. Autant aujourd'hui, à ma connaissance, je ne connais pas de réseau qui amène à faire du compagnonnage. Équivalent un peu Nuffield, mais au niveau français, quoi. Non. Enfin, pas à ma connaissance. Ça marche. Et du coup, ouais, sur un peu le partage d'expérience, tu vois, est-ce que tu penses qu'on pourrait changer sans, quoi? En fait, quand tu me dis ça, ça me rappelle des échanges que j'avais dans mes emplois précédents avec des chercheurs de l'INRA, et notamment une fois, qui est chercheur à l'INRA de Toulouse, qui m'a dit, mais l'agroécologie, c'est c'est une marche en avant. Et là, au début, j'étais sur ma faim, je me suis dit, mais une marche en avant... Et en fait, déjà, c'est ça, c'est se dire... maintenant, ça fait écho. Je me dis, c'est déjà se dire qu'il n'y a pas de fatalité et qu'en fait, il faut se faire confiance, aller de l'avant et trouver les solutions qui nous conviennent bien. Et là aussi, c'est un élément fort de Nuffield, c'est qu'on ne laisse pas présager d'un modèle agricole, de solutions. C'est à chacun de trouver les solutions qui lui vont bien. Ouais, super. On en a un peu parlé tout à l'heure et toi, effectivement, tu as pas mal bossé dessus, donc c'est super que tu puisses nous répondre là. Je me demandais en préparant le podcast l'aspect justement vraiment terroir, local, tu vois qu'on a quand même pas mal en France, on est pas mal là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui est au final international où il y a cette spécificité? Alors on a pris le cas un peu de l'Australie où effectivement c'était pas forcément, c'était beaucoup de l'agriculture d'export, mais est-ce qu'il existe quand même tu vois cet aspect circuit court, local et produit du terroir, quoi? Alors circuit court et local, oui, c'est quand même une tendance qui se développe partout. Tu l'as vu partout dans tes voyages Après, il y a peut-être encore plus de polarisation dans les pays à vocation export entre les petites fermes qui produisent pour le marché local, le marché du village, et les fermes à l'export. Mais il y a quand même une tendance, même nous dans les Nuffield avec qui qu'on a pu rencontrer, il y a cette préoccupation aussi de la vocation nourricière de l'agriculture et de répondre aussi à la demande locale. Ensuite, par rapport à la notion de terroir, franchement, les seuls avec qui j'ai pu trouver un écho sur ça, c'est les Japonais. Ouais. D'ailleurs, ils reprennent le mot terroir en japonais. D'accord, ils le disent en français. Voilà. Ok, hyper intéressant. C'est rigolo. Merci. Et pour finir, la dernière question. Quelle place, selon toi, ont les réseaux? Parce que là, du coup, on parle... d'un vrai réseau pour le coup. Donc les réseaux qui soient effectivement humains comme Nuffield ou digitaux. J'ai pas mal regardé du coup ta page LinkedIn pour préparer le podcast et c'est bien fourni et tout. Il y a plein de trucs, etc. C'est hyper intéressant. Donc quelle place selon toi toutes ces choses-là en fait elles ont dans le monde agricole de demain et dans la transition là, qui est en train de s'opérer? La place des réseaux, elle est fondamentale. Après, les agriculteurs, souvent, on est sur notre ferme.
on pourrait avoir facilement, l'isolement, il est facile à faire en fait, sauf que il est assez naturel. Oui, paysager, géographiquement quoi. déjà, Ouais, on c'est est ça. là sur notre ferme. Ouais. Mais en fait, l'échange sur les pratiques, moi je suis convaincue que c'est par là qu'on arrivera à faire évoluer les choses, parce qu'en fait, tous les agriculteurs, ils ont des compétences différentes, des affinités différentes suivant les compétences nécessaires. Un qui sera bon en agronomie, peut-être sera un petit peu moins bon sur le volet commercialisation. À l'inverse, si on parle que du volet agronomie, le fait d'échanger sur les observations que peuvent faire les agriculteurs, c'est ce qui fera avancer les pratiques. Je crois beaucoup à la complémentarité des compétences dans des nouvelles formes de collectifs agricoles. Et... Comme quoi, par exemple, parce que du coup, là, effectivement, on a parlé beaucoup de nos fils et tout, parce que c'était le sujet qui nous concernait. Mais est-ce que tu vois justement d'autres initiatives comme ça, de partage d'expérience ou de groupement d'agriculture, qui justement font avancer toutes ces questions? Par exemple, je suis très investie sur un projet qui s'appelle les éleveurs du Rougier dans le département de l'Aveyron. Et c'est 6 fermes qui ont décidé de se regrouper dans une société commerciale pour valoriser le lait de leurs brebis. Et donc à terme de transformer tout le lait. Déjà, aujourd'hui, ça fait 3 ans que la démarche a été lancée. On est 12 associés à travailler ensemble. Celui qui a plus de compétences sur la commercialisation, il va les mettre au profit du groupe. On a des agricultrices qui étaient techniciennes avant, elles apportent le volet plus technique, alimentation du troupeau, démarche qualité. Voilà, chacun. C'est un problème, c'est elle qu'on appelle, quoi. Mais pas que aussi. C'est vrai que ça, c'est des choses qui peuvent se passer, j'ai envie de dire, à hauteur d'homme, en fait. Ouais. C'est une démocratie. Il faut pouvoir se voir dans les yeux pour que ça marche, quoi. Et là, pour le coup, ça casse complètement l'isolement de l'agriculteur, parce qu'il fait vraiment partie de l'éleveur, du coup, qui fait partie d'un groupe, quoi. Oui. Super. Écoute, j'ai posé toutes mes questions et merci d'avoir répondu comme ça du tac au tac. On a pu parler de plein de choses, donc vraiment merci. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, vous pouvez du coup retrouver Neuffield sur le site. J'écrirai ça sur le podcast et comme ça, tout le monde pourra aller voir et financer, et participer et proposer du coup ses projets. Merci Yolène, à bientôt. Merci Marion. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode passionnant sur les agriculteurs qui innovent, qui voyagent et découvrent d'autres manières de penser l'agriculture. C'était le 7e et le dernier épisode de la première saison de Futur Agri, mais nous revenons très bientôt pour la saison 2. Qu'avez-vous pensé de cette première saison ? Avez-vous appris des choses ? Avez-vous des idées d'invités ? Rendez-vous sur les réseaux sociaux de La Ferme Digitale pour co-construire les prochains épisodes. En attendant, rendez-vous sur lafermedigitale.com pour découvrir les membres et les actions de l'association. À très bientôt pour de nouvelles rencontres.